Bonsoir. Eh bien, voilà, je vais continuer mes petites réflexions autour de cet ouvrage de René-Jean Dupuy, écrit en 1991, enfin publié en 91, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Alors, c'est la 30e ou la 30 et quelques, 34e vidéo à ce sujet. Donc, je lis, je découvre en même temps ce que je lis, mais globalement, euh, je me suis engagé dans cet ouvrage parce que il essaie, à mon sens, d'éclairer la montée de la conscience de l'humanité dans l'humanité, en somme. C'est-à-dire que euh, on, on, l'humanité prend conscience progressivement qu'elle est une entité et que nous appartenons à cette identité avant tout, avant toute autre identité. Voilà. Euh, Toute autre appartenance. Les autres appartenances sont essentielles, sont là, sont importantes, etc. On appartient à son village, à sa famille, à son village, à son pays, à sa nation, etc., à sa communauté religieuse, etc., etc. Mais la prise de conscience que nous appartenons à l'humanité est quelque chose qui monte progressivement dans l'humanité. Maintenant, nous sommes de plus en plus conscients que nous appartenons à cette, à cette grandeur, on pourrait dire. Voilà. Et ça va très bien avec la théorie que je défends, que j'essaie d'éclairer sur, sur le site mécaniqueuniverselle.net, et qui essaie de démontrer que justement cette humanité, l'humanité, depuis que nous nous sommes séparés des primates naturels, depuis que nous avons constitué une espèce particulière, hein, elle évolue, nous évoluons progressivement vers notre ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'unité, justement, l'unité, l'accession à l'unité universelle. Euh, et donc, c'est l'accession à la paix universelle, c'est l'accession à la fraternité universelle, etc. Et dans, le, dans, la même, dans la même optique, il y a une perfection spirituelle que nous cherchons à atteindre. Intuitivement, inconsciemment, nous n'en sommes pas complètement conscients de cette évolution. C'est ce que j'essaie d'éclairer. Cette évolution se déroule pour l'instant de façon intuitive, inconsciente, mais toujours dans une direction, dans cette direction de cette ultime perfection. Et dans cette ultime perfection, il y a l'accession à la paix universelle et donc à ce qu'on pourrait appeler la sagesse, l'éveil, le nirvana, l'extase. Voilà cet état supérieur de conscience et qui nous met en fusion avec, avec le tout, avec la création en fait, avec tout ce qui est créé dans cet univers et dont nous faisons partie. Nous sommes une des créations, une des créatures de cet univers. Nous sommes constitués des mêmes éléments que cet univers. Voilà. Et donc, dans l'état d'extase, d'éveil, nous sommes en fusion avec, avec ce principe créateur. Alors, voilà, donc je vais continuer ma lecture et éventuellement commenter. Alors, là, on en est à la partie où il y a la prise de conscience, et c'est d'ailleurs ce qui se passe à son époque, 1990-91. Cette décennie-là, c'est celle qui a vu l'effondrement du bloc soviétique, donc l'effondrement du communisme et la montée en toute puissance de son adversaire qu'il a vaincu
et qui est le capitalisme. Voilà. Alors, je continue la lecture et je commente, et je découvre et je commente en même temps. Désordre ou nouvel ordre. Le roi Beaulieu observait, au siècle dernier, que toute réforme introduite au centre d'un empire se répercutait sur la périphérie. Voilà, alors ça c'était, pour tous les empires, ça se passe comme ça. Observation illustrée par la diffusion irrésistible de la perestroïka. Voilà, la perestroïka qui a été, qui était une sorte de réforme, qui était un mouvement de réforme en Russie, eh bien, c'est effectivement diffusé dans l'ensemble du bloc soviétique et a fait un appel à la liberté, et ce qui a conduit justement à la chute du mur de Berlin et à ce que nous connaissons maintenant. Donc, ébranlement d'un empire, mutation idéologique en Europe de l'Est. Encore que l'imaginaire des nations, fascinées par ces événements, tendent à les circonscrire dans le monde d'obédience soviétique, leur extension prend une ampleur universelle. Et là, l'ampleur, elle n'était qu'à son début, en somme. Plus tard, justement, ce qu'il s'est passé, c'est que tous les anciens satellites, une grande partie des anciens satellites ont rejoint l'Occident, se sont inclus dans l'OTAN, ce qui conduit aussi c'est une partie de ce qui se passe actuellement en Ukraine. À l'heure présente, plus d'un sixième du globe s'est révolté contre le totalitarisme. Sans doute la Chine a-t-elle réprimé l'élan d'une jeunesse, mais le martyre infligé a fait prendre date à la liberté. Et d'ailleurs, la Chine, eh bien, elle a effectivement réprimé. Ça devait être l'époque de Tiananmen, de cette révolte. Et elle a dû ouvrir et changer de cap, à mon sens. Voilà, maintenant c'est un peu... c'est à préciser parce que je n'ai pas une vision bien affirmée de ce qui s'est passé et des années, comment elles se sont passées. Mais en tout cas, c'est ça. Et effectivement, la jeunesse chinoise était en aspiration de liberté. Et est-ce qu'ils l'ont acquis? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que voilà, tout est ça mérite des questions. En Afrique, des États comme le Bénin, qui se disaient marxistes, entament des réformes décisives. En Amérique centrale, c'est la défaite électoraliste des sandinistes. Cependant qu'au Chili, au Caudillo est mis à la retraite, sans qu'on puisse prévoir jusqu'à quand l'opinion publique s'ouvrira au libéralisme. On est frappé par l'amplitude mondiale que prend l'idée de restructurer l'humanité autour des droits de l'homme. Alors, c'est clair que c'est ça qui l'a emporté, c'est le capitalisme, le libéralisme. Et malheureusement, au lieu de faire un libéralisme social, répandre un libéralisme social, le libéralisme qui s'est imposé, c'est un libéralisme féroce, un libéralisme, un ultralibéralisme, ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et c'est en fait ce qui pousse aujourd'hui une grande partie du monde à son rejet. On ne rejette pas l'idée du libéralisme dans ses valeurs de liberté, etc., mais on le rejette dans ses valeurs d'évolution forcenée vers le matérialisme, vers l'avoir au détriment de l'être, etc., etc. Ainsi se trouve à nouveau confirmé le fait que l'impossible isolement.
Pour autant, la portée générale des événements de 1989 ne peut pas susciter que des interprétations euphoriques. Le passage d'un ordre à un nouvel ordre passe par le désordre, voire par l'installation du chaos. Et c'est ce qui s'est passé en URSS, en ex-URSS et surtout en Russie. Et donc, ça a engendré un appel à un système beaucoup plus autocratique qu'ultra-libéral, en somme. Certes, l'ordre qui régnait à l'Est était injuste, mais c'était un ordre. Le mur de Berlin et le rideau de fer protégeaient l'Occident autant que le monde qui les avait édifiés. À leur abri, il a raison, tout à fait, je comprends exactement ce qu'il veut dire là derrière. Il sentait que la Russie n'était pas prête n'avait pas les moyens de se défendre devant l'ultralibéralisme, en somme. On imaginait pouvoir construire entre soi une Europe réduite mais sûre, sans même avoir à expulser ceux qui étaient retenus de l'autre côté de l'enceinte. On prenait ainsi son parti de la division de l'Allemagne, comme si elle avait dû se pérenniser. C'était oublier que pour l'Allemagne, l'idée de nation l'emporte sur celle d'État. Elle a démontré à la fin de 1989 qu'elle reprenait d'elle-même une conscience irrésistible et que les super-grands étaient impuissants à déterminer le rythme de la réunification. Mais elle s'est faite finalement de la meilleure manière, cette réunification de l'Allemagne. Et je pense que c'est surtout grâce à la chef d'État qui était à l'époque. Les Européens sont les premiers concernés. L'équilibre de la communauté des 12 ne peut manquer d'être affecté au plan politique, économique et juridique par l'intégration d'un partenaire aussi imposant. Un partenaire aussi imposant, l'Allemagne, qui prenait donc une place énorme et ça a marqué aussi sa progression fulgurante pendant ces 3 décennies-là. Et évidemment, ensuite, il y a eu la Pologne, tous les anciens États soviétiques qui ont rejoint l'Europe. Par l'intégration d'un partenaire aussi imposant, celui-ci jouera-t-il pleinement le jeu de l'Europe ? La perplexité a pris droit de cité dans le monde. Et on voit que là, nous sommes devant un problème d'ailleurs. Entre cette nouvelle Europe, on voit à quel point c'est compliqué vis-à-vis de cette crise ukrainienne. Il y a vraiment deux visions radicalement différentes, plus ou moins. Même si l'accord tend à se faire, on voit bien qu'on est devant 2 types d'Europe bien particulières. L'Europe des ex-pays soviétiques et l'Europe traditionnelle, l'Europe de l'Ouest ancienne. Alors que les États de plus en plus fascinés par le Pacifique semblaient devoir hâter leur détachement d'une Europe souvent décevante à leurs yeux, le défi de l'Irak, accélérant ce découplage, a déporté leurs forces armées sur le Proche-Orient. L'écroulement d'un mur peut alerter les fantasmes d'un monde tributaire du déplacement de ces points sensibles. Qui oserait s'étonner de ces incertitudes ? Il ne faut pas se méprendre sur l'ordre. Qu'en brisant la glaciation stalinienne, le peuple libéré crée le désordre est inévitable. Mais que les peuples libérés créent le désordre est inévitable. Mais en réalité, ils sont en recherche d'un nouvel ordre qu'ils voudraient juste car ils reconnaîtraient leur identité. L'humanité connaîtra toujours ces tribulations, ensemble vivant aux composantes
en perpétuel mouvement, elle restera plurielle. Les ethnies, les cultures, les nations conserveront leur particularisme, même si l'intelligence de l'univers qui est désormais le leur incite les hommes à les dépasser. Évidemment que ça sera dépassé, même si elles seront toujours là, évidemment, mais elles seront dépassées. L'appartenance ethnique, l'appartenance culturelle, l'appartenance nationale, etc., elles auront moins de, de rigueur. C'est tout. Elles resteront et elles passeront, à mon sens, sur une vision plus folklorique, en fait. Voilà. C'est quand l'humanité accédera à son union, à son unification. À ce moment-là, voilà, quand il y a s'il y a la fraternité, eh bien, la curiosité d'autrui, comme voilà, comme dans le tourisme, on va voir comment vivent les Inuits, comment vivent les aborigènes, comment vivent les Turcs, comment vivent les Brésiliens, comment vivent les Américains, comment vivent, etc., etc. Et cette curiosité, elle est le fond de l'être humain. Et en fait, ça fonctionne très bien dans le peuple, dans les voyages, les gens qui se baladent, etc. La plupart des gens sont respectueux des gens qu'ils rencontrent et les gens qui les accueillent sont heureux de montrer leur folklore, leur façon d'exister, leur façon de vivre. On voit bien que les peuples sont absolument aptes à des rencontres, à des rencontres fraternelles, pacifiques, voilà, d'échanges vraiment de très bons échanges. Donc, il suffira que les systèmes dominants, voilà, que ceux-là soient conscients de l'importance d'évoluer vers cela. À cet égard, le rejet soudain par l'Union soviétique du support idéologique à l'origine de son existence constitue un choc sans précédent administré à l'imaginaire des peuples. Oui, le rejet soudain du support idéologique, c'est-à-dire l'égalité, tout ce que stimulait aussi l'URSS, la fraternité, etc., voilà, toutes les valeurs que prônait le communisme et qui étaient en opposition avec les valeurs libérales. D'un seul coup, il a fallu les abandonner. Donc abandonner aussi un système de vie qui était extrêmement social, qui était extrêmement fraternel en somme. Hein. Et c'est clair que c'était un choc. Si ceux de l'Occident se sentaient les premiers concernés, les autres sentaient bien que cette mutation impliquait, si elle se confirmait, une nouvelle pensée sur le monde. Les libertés fondamentales font non seulement l'objet d'une revendication généralisée dans les pays de l'Est, y compris en Union soviétique, mais celle-ci, elle n'était pas tombée, l'Union soviétique, alors encore, d'en débattre avec l'Occident, alors que la référence idéologique constituait pour elle naguère un atout dans l'ordre international, elle fait maintenant figure de handicap. Sauf en Chine, les droits de l'homme sont devenus la résonance du monde, ce qui donne à la proposition de tenir une nouvelle conférence d'Helsinki une signification dynamique. Ce qui donne à la proposition de tenir une nouvelle conférence d'Helsinki une signification dynamique. Dès lors que sur un tel thème, les anciennes démocraties populaires et l'Union soviétique s'efforcent de parler un langage commun. Ce mouvement, s'il persiste, n'est-il pas l'amorce d'un rapprochement structurel entre l'Est et l'Ouest? Alors, voilà, il s'est fait ce rapprochement, évidemment, pendant 30 ans. Et il a été massacré, en somme, depuis
depuis l'entrée en guerre, là. Mais un petit peu avant quand même. Hein. C'était là, cette difficulté, ce rapprochement structurel. Il y a une frontière culturelle qui se joue qui est très curieuse entre entre l'Est et l'Ouest. C'est curieux quand même que puisse monter aussi vite, qu'on puisse passer de façon aussi vite de quelque chose d'un peu fraternel à la détestation, à la haine quasiment. C'est curieux. Mais en même temps, je me demande si c'est juste l'utilisation des médias en fait. Hein. C'est pourquoi quand la France s'est opposée à l'entrée en guerre en Irak, s'est opposée aux Américains, les Américains, en peu de temps, les médias américains ont déclenché un bashing de français qui fait qu'on on voit bien qu'un bashing comme celui-ci, qui aurait duré 6 mois, entraîne tout de suite la haine des deux côtés de l'Atlantique. Donc, l'utilisation des médias pour faire haïr est considérable. Donc, en fait, ce qui veut dire que l'utilisation des médias pour faire aimer son prochain, pour la fraternité, est aussi facile que ça. Donc, on dispose d'un outil extraordinairement génial, quoi, avec les médias, en somme. Il suffit de les utiliser dans le sens... voilà. Et on ira dans ça. C'est-à-dire que l'humanité, voilà, quand elle aura pris conscience que nous devons travailler fraternellement à l'évolution de l'humanité, ce qui ne saurait tarder, à mon sens. Cette prise de conscience viendra après la crise que nous sommes en train de vivre. Et à partir de là, l'idée de fraternité pourra passer. Il faut qu'elle passe dans la conscience de nos dominants. Voilà. Alors, donc, l'amorce d'un rapprochement structurel entre l'Est et l'Ouest. Ainsi tend à se répandre dans l'imaginaire des nations le mythe de la Grande Alliance. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous renvoie à la prochaine vidéo. Voilà. Perestroïka ou restructuration mondiale. Je continue dans la prochaine vidéo. À tout de suite.